Bonjour à tous. Alors, mes propos sont issus d'un travail qui a été collaboratif entre la DRAL des Pays de Loire et les directions départementales des territoires. Le ressenti était un besoin de coordonner nos discours et les messages qu'on pouvait porter lorsqu'on était associé à l'élaboration des documents d'urbanisme par les collectivités. Et sur le sujet zone humide, il nous a paru important d'avoir des messages qui soient consolidés et qu'on puisse partager. Alors, pourquoi le sujet? Je pense que ça a été largement démontré tout au long de la journée. Il y a un enjeu très fort de préservation des milieux humides. C'est particulièrement vrai en région Pays de la Loire. Parce qu'aussi, et ça c'est un mot qui est revenu aussi ce matin, il nous paraissait important que ce sujet soit pris en amont et qu'il soit vraiment intégré aux réflexions des collectivités dans leur projet de territoire, parce qu'une politique efficace, c'est pas au moment ça peut être amélioré au moment du projet, mais plus elle est intégrée et plus elle peut être efficace. Et puis aussi parce que le moment d'élaboration des documents d'urbanisme, c'est un moment de débat entre de multiples acteurs qui sont aussi concernés par les questions de l'eau et notamment des zones humides. Donc quelques rappels des fondamentaux en matière de documents d'urbanisme pour dépasser la question strictement c'est un document papier composé d'un certain nombre de pièces réglementaires. Avant tout, et en tant que service de l'État, on en est aussi convaincu, la planification urbaine, c'est avant tout un projet d'un territoire porté par une collectivité, alors certes encadré par des textes et des documents qui portent de la planification sectorielle à des échelles supérieures, mais donc il a une dimension politique importante. C'est un projet collectif, territorialisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas dérouler et qu'on ne va pas être confronté aux mêmes enjeux selon le territoire sur lequel on va élaborer un document d'urbanisme, et donc qui va aboutir à des choix encadrés, mais des choix. Une autre façon aussi d'aborder la question de la planification urbaine, c'est de la voir aussi comme un outil d'articulation et de mise en cohérence de politiques sectorielles. Alors en tant que porteur d'enjeux environnementaux, on a bien en tête toutes ces questions, mais évidemment elles vont être confrontées aux enjeux et aux besoins en termes de logement, de déplacement, et donc à un moment donné il va falloir trancher, et donc c'est un peu le dernier point de la diapo. La planification urbaine, ça nous paraît être le bon lieu et le bon moment pour confrontation entre le projet tel qu'il peut être rêvé ou souhaité par la collectivité, qui est issu à la fois des besoins qu'on peut identifier et puis du projet, de comment on envisage la ville ou l'agglomération demain, et puis aussi les enjeux, les risques, les richesses qui sont présentes sur le territoire. Donc pour que cette confrontation elle puisse être fructueuse et qu'elle puisse donner lieu à des choix qui soient les plus argumentés possibles, un des points essentiels, c'est que ce soit un moment de recueil de tous les éléments de connaissance indispensables pour avoir des diagnostics et des états initiaux qui tiennent la route, alors qu'ils ne soient pas simplement des photos, mais qui révèlent aussi les dynamiques qui peuvent être en œuvre, et qui soient bien ciblés sur les spécificités et les richesses propres au territoire. Et ces états initiaux, ils ne sont pas gravés une fois pour toutes dans le marbre en début de procédure, mais ils doivent être réinterrogés évidemment au fur et à mesure où le projet évolue et où éventuellement il va nécessiter d'apporter des compléments de connaissances sur tel ou tel secteur. C'est aussi l'occasion, évidemment, on l'a dit, mais d'anticiper autant que faire se peut les besoins, mais pas seulement les besoins, mais aussi les projets envisagés pour qu'on puisse évidemment les confronter avec cet état initial, et dans le but d'arriver à définir des choix, mais aussi à pouvoir les justifier alors au regard des contraintes réglementaires, mais surtout de les restituer auprès du public et qu'il puisse lui aussi être partie prenante des décisions et comprendre l'histoire de l'élaboration du projet de territoire. Donc, et les zones humides dans tout ça, dans ces démarches. Alors, un petit rappel, c'est que le Code de l'environnement qualifie d'intérêt général la préservation et la gestion durable des zones humides. C'est important, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir y porter atteinte de manière désinvolte. Et le Code de l'environnement, mais pas seulement le Code de l'environnement, évidemment le Code de l'urbanisme, le SDAGE, ça a été évoqué ce matin, et les SAGE, l'ensemble de ces documents invitent les collectivités, au travers de leurs documents d'urbanisme, à définir des mesures de protection des zones humides qui soient adaptées, qui soient proportionnées. Alors on peut le traduire de différentes façons, mais cette idée de l'adaptation de la protection aux zones humides,
Elle nous paraît être liée à deux critères, à la fois aux spécificités propres des zones humides, comment elles fonctionnent, comment elles participent à la richesse du territoire, quel est leur intérêt, et puis aussi elles sont à replacer dans un contexte plus élargi du territoire concerné. On voit bien que les besoins avérés, éventuellement concurrents, et les niveaux de contraintes vont être différents selon qu'on est dans, par exemple, une commune de Marais qui à 90% est concernée par le sujet des zones humides, ou par un territoire qui peut être beaucoup moins impacté. Donc, tout ça pour dire que quelque part, une prise en compte efficace des zones humides, elle va pouvoir justifier des niveaux et des modes de protection et une traduction dans les documents d'urbanisme qui ne sera pas strictement identique d'une commune à l'autre ou d'une intercommunalité à l'autre. Il n'y a pas de recette de cuisine toute faite ou de règlement a priori tout écrit. En termes d'éléments de contexte, on est aussi sans doute dans un moment qui nous a paru particulièrement important pour porter des bons messages, parce qu'en termes d'actualité, à la fois il y avait le SDAGE Bassin Loire-Bretagne qui était révisé, l'émergence des schémas régionaux de cohérence écologique, et puis au-delà de ces politiques de planification sectorielle, une vraie dynamique d'un point de vue reconfiguration du territoire, alors là qui est très forte actuellement, à la fois portée par des échéances réglementaires donc qui font que un certain nombre de communes ou d'intercommunalités remettent le travail sur le métier en matière de SCOT ou de PLU, et puis une reconfiguration territoriale qui, dans certains secteurs, j'ai en tête par exemple le Maine-et-Loire, est très forte et là aussi implique des modes d'élaboration de projets de territoire un peu différents. Donc une période clé pour sans doute porter de bons messages pour qu'il y ait une prise en compte des zones humides dans les définitions des projets de territoire qui vont voir le jour. Donc les objectifs poursuivis au travers cette prise en compte des zones humides dans la planification, c'est évidemment de détecter en amont, et ça a été aussi porté dans le message notamment du SAGE Estuaire, de détecter en amont des éventuels conflits d'usage pour pouvoir décliner la démarche éviter, réduire et le cas échéant compenser au bon moment et à la bonne échelle de territoire. On voit bien, nous en tant qu'autorité environnementale, un projet qui a été localisé à un endroit où il y a des enjeux environnementaux qui n'ont pas été détectés au moment de la planification. On va travailler éventuellement sur la réduction, sur la compensation, mais l'évitement, quelque part, il nécessiterait de le localiser ailleurs. Et donc là, on voit bien qu'on est renvoyé à des échelles de planification supra-opérationnelles. Et puis, autre enjeu, c'est que ces choix puissent être explicités et argumentés, là aussi, encore une fois, à la bonne échelle. Donc ces objectifs, ils vont poser des questions ils vont questionner à la fois la connaissance, ils vont questionner la traduction graphique de cette connaissance, et puis l'édification d'une règle qui soit adaptée. Dans le temps imparti, je ne pense pas que je vais pouvoir dérouler sur les attendus des schémas de cohérence territoriaux, mais juste une accroche, parce que cette échelle de territoire, elle est particulièrement importante. Les lois les plus récentes en matière d'urbanisme ont conforté la notion de SCOT intégrateur, c'est-à-dire c'est bien l'échelle de territoire à laquelle on va pouvoir articuler de manière intelligente des politiques importantes comme l'habitat, les déplacements qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc le législateur a souhaité que ce ne soit plus l'échelle du PLU, l'échelle communale ou intercommunale, qui fasse l'exercice à chaque fois de redémontrer sa compatibilité avec le SDAGE, le SRCE, les PGRI, donc tous les documents supra qui traitent de politique sectorielle, mais que le SCOT fasse déjà ce travail à son échelle d'intégration, de mise en cohérence des documents, et que le PLU après n'ait plus qu'à démontrer sa compatibilité avec le SCOT. Donc tout ça pour dire que c'est très important que les SCOT soient des bons relais à la fois des orientations du SDAGE et des SAGE, puisqu'après ils vont devenir la référence pour les plans locaux d'urbanisme des territoires concernés. Donc je passe, mais les diapos seront disponibles sur les attendus en matière de schémas de cohérence territoriaux pour aller directement sur l'échelle des plans locaux d'urbanisme communaux ou intercommunaux. Donc là, on a vu qu'un des premiers enjeux dans ces démarches, c'est de recueillir une connaissance qui soit
proportionnées et adaptées à l'enjeu des zones humides. Et là, on a des disparités selon les territoires. On l'a vu dans les questions de ce matin, selon qu'il y a eu des inventaires qui ont été faits, validés par les clés, avec une certaine homogénéité de méthode, ou d'autres territoires où il n'y a pas du tout d'inventaire. Donc, le moment de la planification urbaine, c'est le moment où on recueille tout ce qui peut exister en la matière et où on se pose la question de la nécessité d'expertise complémentaire pour conforter ou préciser ce qui a pu être assemblé. Ce qu'on préconise en région Pays de la Loire au niveau des services de l'État, c'est qu'en cas de doute ou de définition imprécise sur des secteurs dans lesquels on va permettre une évolution qui est capable d'impacter les zones humides, donc ça peut être de l'urbanisation, l'implantation d'équipements, l'accueil d'une infrastructure par exemple, et bien que s'il y a doute, ce soit dès le moment du plan local d'urbanisme qu'on passe à un stade préopérationnel et qu'on mène des investigations de type arrêté loi sur l'eau pour lever tout doute et pouvoir travailler correctement l'évitement au cas où une zone humide pourrait être impactée. En tout cas, dans tous les cas, ce qui est attendu des PLU, c'est qu'ils justifient de la méthode qu'ils ont employée pour identifier les zones humides et qui démontrent qu'il y avait une bonne adéquation par rapport aux enjeux auxquels ils étaient confrontés. Cette question de la connaissance, elle est particulièrement importante, alors évidemment pour conforter d'un point de vue juridique le document d'urbanisme, mais surtout aussi parce que si on apporte quelque part des contraintes ou des limitations de possibilités sur des secteurs tels que les zones humides, il faut qu'à un moment donné, le public ou toute personne qui va regarder le PLU puisse comprendre et voir sur quelle base on a pu asseoir ces limitations. Donc la disposition 8A1 du SDAJ Loire-Bretagne donne quelque part une feuille de route au PLU en matière d'incorporation dans les documents d'urbanisme des zones humides. Alors la question de la traduction graphique, les collectivités, elles ont en face d'elles le code de l'urbanisme avec plusieurs outils possibles. Et donc la question, comme sur d'autres sujets en termes d'urbanisme, c'est d'avoir le bon outil par rapport au bon enjeu et de justifier de l'adéquation. Donc, quelque part, les services de l'État n'ont pas souhaité imposer un type de réponse, mais plutôt fixer un cap. Donc, accessibilité, lisibilité des informations, absence d'ambiguïté quant au niveau de protection. Par exemple, une trame qui va être sur une trame zone humide, mais à laquelle ne va être accrochée aucune spécificité, aucun niveau de protection dans le règlement écrit. Une trame donc, qui ne sera qu'informative peut être source d'ambiguïté. Le grand public se disant si y a eu des inventaires de fait des zones humides repérées, une trame qui apparaît, c'est bon, elles sont préservées. Non, c'est pas suffisant d'un point de vue réglementaire. Le périmètre des zones humides doit être absolument identifiable dans au moins une des pièces du PLU. En termes de zonage, ce n'est pas tant le zonage qui est important que la permissivité et le règlement qui y est attaché. On peut avoir des zones humides qui sont couvertes par un zonage agricole. S'il est protecteur et qu'il ne prévoit pas d'atteinte aux zones humides, pourquoi pas. Ça peut être aussi en U quand ce sont des zones humides résiduelles ou en AU dans des secteurs à urbaniser. Pour autant, ce qui est préconisé sur les territoires à enjeu ou alors quand il y a conflit d'usage potentiel, c'est d'utiliser une trame par-dessus ces zonages avec un règlement qui prévoit la protection, que le zonage soit A, N ou U dans le règlement. Donc j'ai un peu anticipé sur la diapositive suivante qui est les règles. Excusez-moi. Donc le règlement écrit est évidemment tenu de contribuer à la préservation des zones humides. Alors mais pas nécessairement de manière complètement spécifique. Encore une fois, s'il y a quelques zones humides et qui sont déjà dans un secteur couvert par un zonage qui est très protecteur, il est inutile d'aller plus loin. Par contre, à défaut, évidemment, des prescriptions devront figurer dans les dispositions générales du règlement et elles devront être évidemment en adéquation avec la fonctionnalité et les intérêts de la zone à préserver. Le PLU a évidemment aussi la faculté de définir des orientations d'aménagement et de programmation dans des zones où ils vont accueillir des projets, où ils permettent plutôt l'accueil de projets avec des mesures protectrices si des zones humides sont présentes dans ces secteurs. Donc, comme la préservation des zones humides est d'intérêt général, on l'a vu tout à l'heure, elle ne peut pas être mise en cause que pour des projets qui répondent à un besoin avéré et dotés d'un intérêt suffisamment important pour être mis en balance avec l'intérêt lié à leur préservation. On doit trouver ces éléments d'argumentation dans les documents d'urbanisme.
Donc juste deux diapos de conclusion qui reprennent un peu l'ensemble du propos. En tout cas, ce qui nous a permis, nous, services de l'État important de mettre en exergue, c'était qu'une prise en compte satisfaisante des zones humides dans les documents d'urbanisme, ça nécessitait une connaissance fiable. Et là, les acteurs de l'eau que vous êtes ont un rôle important à jouer. Que cette connaissance soit précisée chaque fois que nécessaire en fonction des enjeux en présence et qu'elle soit retranscrite de manière la plus claire et lisible pour le public. Que ce soit l'occasion d'une réelle confrontation du projet de développement et de la collectivité avec la présence des zones humides. On a beaucoup parlé de la question de l'intégration. Plus ce sujet il est intégré au projet, moins il devient une contrainte et plus il peut devenir une force, et que les éventuels arbitrages qui ont pu être pris au moment de l'élaboration du PLU soient justifiés et soient aussi mis en regard d'alternatives qui avaient pu être envisagées à un moment donné. Que les choix soient traduits dans le règlement, le PADD, qu'ils soient explicités dans le rapport de présentation, c'est-à-dire que le rapport de présentation il doit raconter un peu l'histoire de comment s'est fait le document d'urbanisme et comment les choix se sont faits, et évidemment argumenter par rapport à la démarche éviter, réduire, compenser, parce qu'un document n'est vivant que s'il est porté et compris, évidemment une implication des acteurs tout au long du processus d'élaboration des documents. Je vous remercie.